Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers lecteurs, merci d'être présents ce jour pour l'oral de notre travail de fin d'études qui a pour titre Quand les mots délient les mains. Je suis Arthur Fauconnier et voici mes collègues. Je me présente, Atmani Luigi. Bonjour à tous, je m'appelle Darchambault Melvin. Je vais débuter ce travail en vous énonçant le plan de cette présentation. Je vais donc réaliser une petite introduction quant à notre sujet et évidemment vous expliquer la problématique choisie. Mes collègues et moi-même par la suite parleront des concepts centraux, de la théorie infirmière en accord à notre sujet. Nous expliquerons le cadre de la problématique pour vous éclairer, la façon dont nous avons effectué nos recherches documentaires ainsi que les résultats qui en sont découlés. Nous discuterons également de l'implication dans la pratique avec une comparaison documentaire et nous terminerons par une conclusion. Tout d'abord, il faut savoir que le sujet, il n'est pas apparu de nulle part. C'est un membre du groupe qui a vécu une situation interpellante lors de l'un de ses stages en unité psychiatrique fermée. En résumé, c'est un patient qui n'a pas pris son traitement, il est devenu agressif et il s'est retrouvé contentionné en isolement. Donc l'année passée, lors de la réalisation de la préface de ce travail de fin d'études, qui avait pour sujet comment l'alliance thérapeutique peut-elle prévenir la mise sous contention des patients en milieu psychiatrique, eh bien, on s'est rendu compte que les statistiques qui ont découlé de ce travail, elles prouvaient bien que les mises sous contention, elles étaient effectivement utilisées de manière inadaptée. Du fait des limites instaurées par le travail de l'année passée, nous avons voulu garder ce sujet en le précisant afin de trouver des pistes de solutions ou encore des pistes d'amélioration de la pratique infirmière. Et donc, pour ce travail de fin d'études, nous avons décidé de travailler sur la problématique suivante. En quoi l'alliance thérapeutique diminue-t-elle les crises en unité psychiatrique d'observation et permet ainsi la diminution de la mise sous contention physique? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il était important pour nous de vous démontrer notre vision personnelle du groupe sur la mise sous contention. Donc pour nous, la mise sous contention, ça doit être un soin de dernier recours qui doit être d'abord précédé par d'autres techniques, d'autres tentatives de, de gestion. Nous voyons cette contention comme une rupture de la relation thérapeutique. Cependant, on reste totalement conscient que c'est un soin à la personne qui doit être utilisé dans certaines situations. On n'est pas du tout contre, on souhaite juste bien préciser qu'il y a d'autres solutions avant d'y arriver et aussi que la manière par laquelle on va réaliser ce soin va énormément impacter de manière positive et ou négative, que ce soit le patient ou le soignant. Alors, il faut savoir, c'est que de ce travail ont découlé 3 concepts centraux. Donc, il y a l'alliance thérapeutique, l'adhérence thérapeutique et la compliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique peut être vue comme une relation de confiance entre le soignant et le soigné. C'est une relation dans laquelle va justement y avoir la confiance. De cette confiance va naître justement un partenariat. De ce partenariat va découler l'adhérence, une adhérence thérapeutique, une adhésion thérapeutique, qui est la motivation à la personne à être compliant à son traitement, donc c'est-à-dire à respecter son traitement, à le prendre. Et de cela découle justement un projet de soins individualisé, c'est-à-dire que le patient et le soignant vont créer un projet de soins unique. Vous pouvez le voir justement schématisé juste derrière moi. Et donc, il faut savoir, c'est que dans cette alliance thérapeutique, tout est pris en compte, c'est-à-dire l'environnement du patient, que ce soit sa famille, son entourage ou son vécu. Tout y est pris. Je vais également vous énoncer une théorie que nous avons utilisée au sein de notre TFE, qui est la théorie d'Hildegard-Peplo, qui est la théorie de l'interaction. Elle se subdivise en 4 phases et ces 4 phases sont étroitement liées à l'alliance thérapeutique. Donc pour ma part, je vais vous expliquer l'étape 1. Donc elle se nomme l'orientation. C'est le moment où le patient et le soignant font connaissance. C'est le moment le plus important car c'est le premier contact, c'est là où la relation elle débute, elle prend racine. C'est le moment où le problème il est identifié et où les objectifs afin de résoudre ce problème sont fixés. Ensuite vient l'étape 2, la phase d'identification. Le patient, il se rend compte de sa situation. Il prend conscience des outils qui lui sont mis à disposition afin de résoudre les problèmes révélés lors de la phase 1. Le patient, lors de cette étape, il est incité à exprimer ses besoins, ses désirs en toute sécurité. La phase 3, la phase d'exploitation, c'est la phase où le patient va pleinement utiliser les outils et la relation qui lui sont proposés. C'est une période où le patient va se projeter vers l'avenir et va avancer en dents de scie. C'est-à-dire que parfois il ira bien, parfois il ira moins bien. Le rôle de l'infirmier dans cette phase, c'est de rappeler au patient que dans un premier temps, il faut d'abord une dépendance, une relation de dépendance pour par la suite, pour atteindre l'indépendance et donc être en finalité indépendant.
La phase 4, qui est la résolution, c'est la phase où le patient va satisfaire tous ses besoins grâce aux aidants. C'est à la suite de cette phase également que le patient se fixera de nouveaux objectifs et c'est dans cette phase également qu'il va pouvoir restaurer son autonomie complète. Parlons maintenant du cadre de la problématique. En effet, il y a plusieurs aspects qu'il faut qu'on vous détaille pour que vous puissiez prendre pleinement conscience de la problématique et de son enjeu dans la réalité. La crise. Qu'est-ce que la crise? Donc la crise est un état psychologique dans lequel le patient est mené de par ses émotions, son ressenti et l'impact extérieur. Dans notre cas, c'est également le point de non-retour dans lequel, au moment auquel les intervenants devront agir sur le patient pour soit le contentionner, soit l'isoler. Donc c'est un point de non-retour où les soignants doivent intervenir. Il faut aussi savoir que d'après nos statistiques, c'est la raison numéro 1 de mise sous contention en unité de mise en observation en MEO. Donc, on peut en conclure que la prévention de la crise est égale à la prévention de la contention, car c'est la raison numéro 1 de mise sous contention en unité d'observation. Il faut également signaler et vous faire comprendre que c'est très important pour le personnel infirmier de comprendre tout le processus qui va amener le patient à une crise. Le comprendre pour mieux l'envisager et pouvoir mieux l'endiguer. En effet, si on décèle plutôt les premiers symptômes d'une crise, au mieux l'infirmier sera capable d'endiguer la crise et donc indirectement d'endiguer la contention qui découle suite à la crise. De ce fait, nous avons jugé important de vous expliquer ce qu'est une unité de mise en observation. Donc il s'agit d'une hospitalisation ou d'une mesure de protection qui peut être utilisée sous contrainte envers une personne. Cette pratique, elle est bien entendu régie par une loi. Cette loi, c'est celle du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Donc il y a évidemment des critères lors d'une mise en observation et ces critères sont au nombre de 3. Il faut que ces critères soient remplis simultanément. Et donc le premier critère, c'est que le patient soit porteur d'une pathologie mentale en décompensation et donc ayant des symptômes, que le patient présente un danger pour lui-même ou pour les autres, et qu'il n'y ait pas d'autre solution de prise en soin et que le patient refuse son traitement. Nous avons décidé de préciser notre problématique dans ce type d'unité, car c'est là où le risque de crise de la part des patients est le plus élevé. L'alliance thérapeutique dans cette unité, elle est très particulière, parce que les patients, ils ne sont pas là de leur plein gré, et donc mettre une alliance thérapeutique en place est plus complexe. Dans cette partie, je vous parlerai de manière très résumée de notre méthode de recherche documentaire. Donc quoi de mieux pour ce faire que le diagramme de flux? Donc nous avons débuté nos recherches en réalisant plusieurs équations de recherche. Celles avec lesquelles nous avons eu le plus de résultats sont ici reprises dans les encadrés orange. Vous vous doutez que nous avons eu énormément de résultats, plus de 3000. Nous avons donc mis en place des critères d'exclusion que vous pouvez retrouver dans les encadrés rouges. Grâce à ces critères, nous avons supprimé plus de 1000 documents. Ensuite, nous avons mis en place des critères d'inclusion. Beaucoup d'autres documents ont ainsi été écartés. Finalement, au terme de ces recherches, nous avons décidé de garder un total de 6 documents pertinents, avec des exceptions dont mon collègue vous parlera par la suite. Comme l'a dit Melvin, nous avions eu des résultats au niveau documentaire. On en a retenu 6. Parmi ces 6, il y en a 2. Un de 2011 et un de 2016 que nous avons décidé de retenir pour la simple et la bonne raison que l'un est une guideline, donc de haut niveau de preuve, et l'autre correspond exactement à notre problématique. C'était simplement par choix. On peut aussi également constater que la plupart des documents que vous voyez dans ce tableau correspondent à certains mots-clés qui correspondent justement à notre problématique ou qui nous aident à répondre à notre problématique, comme la psychiatrie, l'alliance thérapeutique, la contention physique, l'adhérence thérapeutique ou bien la crise. Je terminerai par vous dire également les conclusions que nous avons retenues par rapport à ces recherches, par rapport à ces lectures. En fait, il faut savoir, c'est que nous sommes revenus à la conclusion que l'alliance thérapeutique amène l'adhérence thérapeutique. Cette motivation qu'a la personne à être incluse dans son traitement, dans son projet thérapeutique individualisé. De ce fait, elle va être compliante, c'est-à-dire qu'elle va prendre, elle va respecter sa posologie au niveau de ses médicaments, de ses soins, et de ce fait, elle ne va pas décompenser et donc présenter des symptômes liés à la crise. De ce fait, pas de crise, de ce fait, pas de contention. Cependant, il faut savoir, c'est que ce schéma est énormément impacté par tout ce qui est environnemental.
que ce soit le vécu du patient, les sentiments qu'il a à l'instant T, tout ce qui est environnemental et extrinsèque du patient peut impacter justement cette alliance et donc possiblement amener une crise. Passons à la discussion interdocumentaire et concrètement à la résolution de cette problématique. Donc l'alliance thérapeutique, dans quelle mesure peut-elle limiter la crise et donc limiter la contention? Donc comme l'a dit Luigi, la meilleure adhérence au traitement et aux soins diminue les crises, donc diminue la contention indirectement. L'alliance permet également de désamorcer une situation de crise. Car en effet, au plus vous allez être proche et au plus l'alliance avec votre patient va être forte, au plus vous allez voir détecter rapidement que votre patient va entrer en crise. Et même dans le cas contraire, si votre patient est en crise, au plus votre dialogue et votre discussion avec ce patient va pouvoir faire diminuer la pression et donc endiguer la crise de manière calme et posée à l'aide des mots. L'alliance thérapeutique permet également de modérer les symptômes psychiatriques, de prévenir de la peur et du découragement du patient dans le long chemin qui est l'alliance thérapeutique et la guérison. Il permet également d'améliorer le fonctionnement global du patient. Ça diminue également les symptômes dépressifs et ça permet au patient d'avoir une meilleure connaissance de sa maladie et donc ça permet au patient de mieux s'autogérer. Maintenant, parlons de l'impact de l'équipe. Donc, premièrement, au plus il y aura de soignants par nombre de patients, au plus le patient aura de chances de trouver un infirmier qui lui correspond au mieux pour créer une alliance thérapeutique. En effet, on ne peut pas demander à tout le monde de s'entendre avec tout le monde. La qualité d'alliance ne sera pas la même en fonction d'un infirmier à l'autre. Et donc, au plus on propose de soignants différents par patient, au plus on a la chance de créer un binôme soignant-patient vraiment fonctionnel et vraiment puissant et efficace. Ensuite, ça c'est prouvé dans la littérature de la qualité, au plus il y a d'infirmiers dans une unité de soins, qu'elle soit générale ou psychiatrique, au plus la sécurité des soins est accrue. Donc c'est également valable en psychiatrie. Je ne vais pas en parler très longtemps, mais vous savez que dans le contexte actuel, on manque d'infirmiers, c'est aussi valable pour la psychiatrie. Et donc ceci a un impact sur la lourdeur des soins en psychiatrie. Car en effet, si l'alliance thérapeutique est faite à 200% par le praticien, c'est vraiment très énergivore, c'est un investissement personnel très fort, un investissement émotionnel, professionnel très important. Et donc si le praticien doit avoir cet aspect très fort avec un grand nombre de patients, c'est très prenant et donc la qualité de sa relation individuellement avec chaque patient qui l'accompagne sera diminuée. Et donc, au plus on a de praticiens dans l'unité, au plus on divise ce poids d'investissement personnel par praticien et donc on diminue l'impact et l'investissement personnel par infirmier et donc on améliore la qualité de cette alliance thérapeutique. Ensuite, nous ne pouvions faire l'impasse sur les formations disponibles. En réalisant ce travail, nous nous sommes rendus compte, après réflexion, que l'alliance thérapeutique, c'est un sujet encore très peu développé, voire pas du tout durant nos études. C'est un aspect pratique du métier encore très peu exploré. Tous ces dires, mais ils sont bien entendu appuyés par une étude datant de 2011 qui prouve que l'alliance est plus forte en ayant reçu une formation, que l'infirmier a un meilleur sentiment d'efficacité et que sur le long terme, l'alliance est maintenue de manière plus pertinente. Je fais un petit aparté pour conclure cette dia. En fait, j'ai eu la chance de réaliser un stage dans ce type d'unité. J'ai de ce fait pu me rendre compte que c'est une pratique encore peu développée sur le terrain et que le sujet traité a un réel objectif d'amélioration pour notre futur métier. Je vais vous expliquer maintenant le suivi post-mise en observation. Alors, il faut savoir, c'est que 80% des retours en mise en observation par les patients sont dus à une rupture de traitement. Donc nous, notre but, ce serait d'augmenter la compliance post-mise en OPS pour diminuer le risque de mise en observation et donc de diminuer les risques de contention et les risques de crise en mise en observation. Il y a quelques exemples, quelques pistes de solutions qu'on peut vous proposer. Donc, comme les équipes de soins à domicile spécialisées en psychiatrie et formées à l'alliance thérapeutique, il y a également les hôpitaux psychiatriques de jour et également les entretiens motivationnels et réguliers, voire même hebdomadaires avec chacun des patients. Cette dia, elle est un peu optionnelle, mais elle permet de vous montrer que l'alliance thérapeutique, ce n'est pas un moyen utopique d'instaurer une relation adéquate. Ce n'est pas le seul qui existe. L'alliance thérapeutique, pour fonctionner, elle doit faire appel à un tas d'autres moyens. Par exemple, ici, vous voyez la CNV, donc la communication non violente, des techniques de désamorçage, un environnement favorable, des techniques de gestion de crise, ou encore des réunions interdisciplinaires, et j'en passe. Donc, toutes ces possibilités de solutions, elles sont interdépendantes de l'alliance thérapeutique
et tout cela forme un tout pour que l'alliance soit la plus efficace possible. En conclusion générale, nous sommes d'avis que l'alliance thérapeutique, de par son implication et son évaluation régulière justement sur le terrain, permettra une meilleure adhérence du patient à son traitement et sa compliance, identique par extension. Et donc cela permettra d'endiguer le risque de décompensation lié à sa pathologie et donc le risque de symptômes, le risque de crise, et donc par extension le risque de contention, de mise en contention, de mise en isolement et contention. Il faut savoir, c'est que nous, en tant que praticiens, on doit établir une relation authentique et humaniste avec la personne avec qui on rentre en contact. Le but, c'est vraiment de le motiver le plus possible, de l'informer. C'est pour ça, c'est la base de l'alliance thérapeutique. Cependant, avant de terminer et de conclure cet oral, on aimerait apporter quelques points de précision. Effectivement. Donc tout d'abord, au niveau de l'annexe 3, donc c'est l'annexe qui décrit l'interview réalisée auprès de l'infirmier cadre en psychiatrie, nous avons indiqué que les contentions mises en place sont pour la plupart abusives. Après réflexion et après retour de cet infirmier en question, nous avons fait un biais de jugement. Et en rectifiant cela, nous dirions plutôt que les contentions en psychiatrie, elles pourraient en effet être évitées si les moyens, ressources, formation et alliances thérapeutiques étaient davantage exploités. J'aimerais bien vous parler de l'élargissement des pistes de solutions qui sont abordées dans l'écrit. Déjà, premièrement, on n'a pas su toutes les citer ici à l'oral parce qu'on a dû faire des choix pour une question de timing. Et ensuite, il faut bien comprendre qu'on a élargi les pistes de solutions un peu en dehors de l'alliance thérapeutique, notamment avec l'environnement, l'impact de la nature, l'impact de la lumière, car l'alliance fait partie d'un tout. S'il n'y a aucun cadre correct, l'alliance sera d'autant moins efficace et donc même peut même nuire à l'alliance en fait. Ensuite, on a deux petits manquements qu'on aimerait bien préciser. Donc c'est l'évaluation de l'alliance, car évaluer l'alliance, monitorer l'alliance tout au long de la relation, ça permet de prévenir la rupture d'alliance et également de la maintenir au plus long terme. Ensuite, le deuxième manquement, c'est l'entretien motivationnel. Effectivement, on en parle dans l'écrit, mais peut-être pas assez en profondeur, car c'est un des acteurs majeurs qui permet de maintenir l'alliance thérapeutique également sur le long terme et qui participe également à l'évaluation de cette alliance. Nous tenons à vous remercier justement pour l'intérêt que vous portez à notre problématique et pour votre écoute. Nous attendons dès à présent vos questions.